droit. Alors l'année passée, en 29 mai 2011, alors il y a eu une action directe, une action de désobéissance civile contre un champ de patates transgéniques. Alors ce qui s'est fait, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui ont annoncé publiquement, ils ont annoncé à la presse et tous les concernés qu'ils allaient organiser un échange de patates dont ils allaient remplacer les patates transgéniques par des patates organiques qui avaient les mêmes qualités, c'est-à-dire une résistance augmentée contre le mildiou. C'est la maladie de patates. Alors cette action, elle a été menée et elle a été un grand succès dans le sens que son idée était de faire revivre un débat autour des OGM et de son introduction dans les champs, sans vraiment tenir compte d'une opinion publique, disons, qui n'est pas prêt ou qui n'est pas prêt à accepter qu'on introduit des OGM dans nos champs. Mais ce qu'on trouve qu'aujourd'hui, le débat autour des OGM, il est bloqué, il est presque impossible. Alors, pour cela, c'est-à-dire qu'il y a eu plein des organisations, des associations qui travaillent depuis des années, essayer de faire du lobbying, du travail autour de la question des OGM. Il y a eu des consultations publiques dont il y a plus de 1600 personnes qui ont réagi, qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'introduction de mettre en œuvre de cet essai. Mais tout ça, on n'en tient pas compte. Il faut savoir qu'en Flandre, il y a toute une politique du développement régional qui est axée vraiment sur la biotechnologie. Alors tout ça dedans, il y a eu alors un groupe de citoyens qui s'est dit il faut faire quelque chose pour que ce débat il débloque. Et alors cette action de désobéissance civile inspirée par le mouvement des pêcheurs volontaires en France, alors il a eu lieu l'année passée et il a vraiment réussi à susciter vraiment un débat, je pense. Le débat autour des OGM, où je voudrais quand même répéter que pour moi le grand problème avec les OGM, c'est que c'est vraiment l'incarnation d'une voie vers une agriculture de plus en plus industrielle. Alors il y a vraiment ça qui pour moi est le problème principal avec les OGM. Il y a un agronome en France, Jean-Pierre Berlin, que peut-être vous connaissez, retraité de l'INRA, qui parle des clones pesticides brevetés. Alors il dit, parler des OGM, ça ne fait pas de sens, on parlerait mieux des clones pesticides brevetés. Et je pense que ça résume très bien les OGM, c'est une façon de produire des clones, c'est-à-dire au lieu de garder la variété, la biodiversité, on essaye de homogénéiser, comme beaucoup de choses dans notre société. Alors on va réduire la variété. Alors il parle des clones. Il parle des pesticides parce qu'il y a plus de 99% des OGM qui existent aujourd'hui sur le marché. En fait, c'est des organismes qui soit produisent des pesticides ou soit sont adaptés pour qu'ils puissent survivre quand ils sont exposés aux pesticides. Alors c'est des clones pesticides. Les clones pesticides brevetés, et brevetés, là c'est vraiment important. Je pense que la semence, finalement c'est la vie, c'est la base de la vie, et qu'à travers des brevets, on est en train d'exproprier la source de notre vie. Alors, à part de ça, il y a tous les effets pervers des OGM. Je pense qu'il ne faut pas répéter qu'aujourd'hui encore, avec l'étude de Cyril Rimini, on continue à dire on ne sait pas qu'il y a des problèmes. Peut-être qu'on ne sait pas, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui nous montrent qu'il faudrait peut-être faire un peu plus attention à ça. Alors ça c'est en ce qui se concerne les OGM. Deuxièmement, et on n'a pas encore mis beaucoup un focus dessus, mais je pense qu'il est aussi important de voir que toute cette action et les effets qu'elle a produits a suscité toute une discussion autour du rôle de l'université dans la société aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui me tient fort au cœur. C'est-à-dire que on voit qu'aujourd'hui, l'université, elle est beaucoup
elle est vraiment en lien très proche avec tout le monde industriel. C'est un constat, c'est quelque chose qui se passe. En même temps, on continue à dire, à se cacher, dans l'exemple de qui était un essai scientifique, qui c'est de la recherche libre. Alors il y a cette contradiction un peu particulière. D'un côté, on est financé pour une large partie par les intérêts privés. En même temps, on continue à dire les universités, liberté académique, tout ça, il y a quelque chose là qu'il faut repenser. Il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchit beaucoup plus sur, ok, aujourd'hui on a un modèle de financement des universités qui est différent. Les universités dépendent beaucoup plus des investissements privés, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la recherche qu'on est en train de faire? Quel type de questions est-ce qu'on est en train de faire et quel type de questions est-ce qu'on n'est plus en train de faire? Alors, est-ce que les universités aujourd'hui sont encore capables de réfléchir sur les véritables enjeux qu'on a aujourd'hui? Et deuxièmement aussi, les universités eux-mêmes, ils commencent à fonctionner comme des entreprises privées aujourd'hui, c'est des corporations. Alors, suite à ça, les conditions de travail pour les chercheurs, ils sont axés sur le productivisme aussi. On doit produire des publications. C'est comme le retour sur l'investissement, un principe du monde industriel qui est aussi aujourd'hui en action dans l'université. Et suite à ça, voilà, il y a des choses comme des gens qui ont des opinions critiques ou qui viennent avec des données qui ne peuvent pas être intéressantes pour les investisseurs, ils sont mis dans le placard. Tu vois, il y a mon cas, mais c'est vraiment pas un cas unique. Il y a plein de chercheurs qui, dans un moment ou un autre, ils ont été mis à part à cause de quelque chose qui n'arrangeait pas forcément les investisseurs. Voilà. Alors pour tout ça, je pense je suis vraiment très contente qu'il y ait ce prix et que ça nous donne la possibilité de nouveau de demander de l'attention pour ce débat et de continuer à le mener. Voilà.